Quand tout petit viennent au monde, tout se passe comme s'il se posait 4 questions fondamentales. Qui sont, alors évidemment, ils ne se les posent pas aussi explicitement que je vais le faire là et aussi consciemment que je l'énonce là, mais elles sont toujours à l'œuvre. Ces 4 questions fondamentales sont: qui suis-je moi? Qui sont les autres? Quel est ce monde? Et qu'est-ce qu'il arrive dans ce monde à des personnes comme moi? Vers 5, 6, 7 ans, grosso modo l'âge du CP ou un peu avant, l'enfant a déjà une première réponse cohérente à ces 4 questions. D'accord? C'est le premier scénario de vie qu'on appelle en analyse transactionnelle le protocole. D'accord? Comment il a répondu à ces questions? Il a répondu à ces questions avec les sources d'informations qu'il a, c'est-à-dire ce qui se passe dans la famille, ce qu'on lui dit, ce qu'on lui raconte, ce qu'il vit dans la relation aux membres de la famille, papa, maman, les frères, sœurs, les oncles, les tantes, bref, tous les gens qui sont là, avec éventuellement ce qui s'est déjà un peu passé à l'école ou à la crèche, et avec les sources d'informations qu'il a, les contes de fées, on raconte plus beaucoup de contes de fées aujourd'hui aux enfants, les pubs, hein, j'ai une cliente qui racontait, pourtant elle n'était pas jeune, qui racontait que quand elle était petite, il y avait de la publicité pour un vin, une piquette, qui s'appelait Kiravi. Et alors l'image de publicité de Kiravi, c'était un petit oiseau qui poussait des bouteilles en disant « c'est moi que v'là !» Et c'était l'oiseau Kiravi. Et elle me disait, elle avait 60 ans à l'époque, et elle me disait « toute ma vie, j'ai été ce petit oiseau qui pousse les bouteilles en disant « c'est moi que v'là !» D'accord? Les films, enfin bref, tous les récits où l'enfant peut s'identifier à un personnage et se dire « ah, c'est donc ça qui va m'arriver ». D'accord? Ça, c'est une première cohérence. Alors, soyons clairs là-dessus. Cette cohérence, on en a besoin. Si on l'a pas, on est psychotique, on est fou. Ok? Mais, il y a une différence entre les conclusions qu'on a tirées en situation, on va dire, normale, où tout va bien, et qui sont des conclusions adaptables. Enfin, d'accord? Si par contre, ces conclusions sont prises dans un contexte de stress, où l'enfant sent qu'il risque de perdre l'amour ou la protection de ses parents, elles vont devenir rigides et non adaptables. On les appelle des conclusions de survie. D'accord? Si par exemple je suis élevée par une maman qui est très souvent dépressive et absente, et si le seul moyen que j'ai d'avoir son attention, c'est d'être hyper compréhensive, hyper gentille et de la prendre en charge avec mes tout petits moyens d'enfant, je vais conclure que pour survivre, il faut absolument que je prenne les autres en charge. Et cette conclusion, elle va s'inscrire avec force et je vais m'y accrocher parce qu'elle m'a permis de survivre, comme un noyé à sa planche. D'accord? Bon. Protocole, première version du scénario de vie. La dernière version du scénario de vie qui est cristallisée, voilà. Et ensuite, si on ne la questionne pas, on va vivre toute sa vie avec ça. Pareil, si mes conclusions, si ma cohérence interne est fondée sur des éléments sans stress, ils vont être évolutifs. Si c'est fondé sur des éléments avec stress, c'est pour ça que les événements à l'adolescence sont importants aussi, alors ça va être enraidi. Et pour le coup, les premières histoires d'amour sont relativement déterminantes. Hein, qui suis-je dans la relation amoureuse? Qui est l'autre dans la relation amoureuse? Quel est ce monde? C'est quoi la relation amoureuse? Et qu'est-ce qu'il risque de m'arriver toujours et toujours dans les relations amoureuses? Okay. Alors, une question qui revient souvent à ce propos, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'on se dirige la tête la première dans des situations qui nous font souffrir. A priori, c'est pas logique. On est quand même très idiots, ça nous fait souffrir 1000 morts et on s'y précipite. Hein, quand en général, on ne le voit pas trop pour soi-même, mais quand on regarde des amis, des connaissances se reprécipiter toujours dans la même flaque de boue, on se dit mais c'est pas possible, il est stupide. Non, non, non. Pourquoi on s'y reprécipite toujours? C'est parce que, ça c'est vraiment une clé, la cohérence prime sur le confort. D'accord? C'est-à-dire que
Si je bouscule ma cohérence dans ma vision du monde, je risque, le mot est un peu fort mais il y a de ça, de devenir fou, de ne plus rien comprendre. D'accord? Donc je préfère ma cohérence. Même si ma cohérence est douloureuse, au moins, les choses sont comme elles sont, il se passe ce que j'ai prévu qu'il allait se passer, le monde est bien celui que je vois, je suis bien celui que je crois être. D'accord? On tient assez fort à notre récit identitaire, enfin, plus qu'assez fort, on y tient très fort. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se met en place dans l'enfance, et comme ça que, si on ne l'interroge pas, ça perdure à l'âge adulte. Et donc ça se répète. Nourrissons et petits enfants ont reçu, vu, constaté, senti, soutien, considération, protection, réconfort, encouragement, confiance, jubilation dans le regard des parents. Il commence où il s'est construit, où s'est construit un bel édifice, une belle racine d'une belle édification que l'on peut nommer l'estime de soi. À quel degré les parents ont partagé notre peine, notre difficulté, nos joies, nos rires, nos larmes. À quel degré, en partageant cela avec nous, ils nous ont montré que nous avions de l'importance pour eux, autrement dit, une grande valeur. À chaque fois que l'enfant est dans une situation complexe, compliquée, à quel degré il a vu intervenir les personnes, les parents, qui devaient s'occuper de lui. À quelle vitesse sont-elles intervenues, les personnes? De quelle manière? À quel degré l'enfant, la souffrance de l'enfant, la difficulté devenait la difficulté, la souffrance du parent, via son empathie. Ton problème, mon enfant, c'est le mien. Regarde, je suis là, je suis avec toi. Je me soucie de toi. Pourquoi? Parce que tu as une grande valeur à mes yeux. Ton problème, c'est le mien. Parce que tu as une grande valeur à mes yeux. Vous venez de saisir l'élément fondamental de la racine de l'estime de soi. L'enfant se développe à la mesure de la valeur qu'il a pris aux yeux de ses parents. Et face aux multiples interventions mises en œuvre par les parents. C'est son attachement à la personne et ce que la personne lui a renvoyé qui lui a donné favorablement protection, encouragement, confiance, potentialité, perspective, compétence, soutien. S'il y a trop de rejet de la part des parents, ou une mauvaise intervention, ou péjorative, ou inconsidérante, ou blessante, l'enfant va timer qu'il n'a pas une grande valeur et que ces outils, ce sont des outils qui ne plaisent pas à l'autre, ce ne sont pas de bons outils. Ce ne sont pas de bonnes pensées, ce ne sont pas de bons faits, de bons gestes. Donc, potentialité, ces perspectives, c'est effectivement de rechercher par-dessus tout l'amour de l'autre à mon existence. Un parent rigide, exigeant, insatisfait, c'est pas rassurant. Il t'encourage pas, il te tire pas vers le haut, il reconnaît pas ta valeur puisqu'il dit que ce que tu fais, c'est pas assez. Ça ne lui convient pas. Ça va pas. Comment vous pouvez avoir un bon développement de l'estime de soi, de votre confiance en vous, de l'image que vous avez de vous-même, compte tenu qu'un parent vous renvoie que ça ne va pas, ça ne suffit pas, ce que tu fais, ça ne me convient pas. Vous comprenez la logique? Tu dois réussir. Point. Si un enfant réussit, c'est un plus considérable, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de lui dire et de lui montrer et de le rassurer sur le fait qu'on l'aime. Ses performances scolaires sont certes importantes, mais je dirais presque secondaires. Ce qui me paraît capital et fondamental de renvoyer un enfant, c'est l'amour qu'on lui porte, indépendamment de ses performances scolaires, sportives, et tout sociales, et tout ce qui s'ensuit. N'êtes-vous pas d'accord avec moi?
plus un enfant développe, grandit dans un milieu sécurisé, considérant, bienveillant, encourageant, protecteur, plus effectivement il va dégager une bonne estime de lui-même.